Madame Pasquier, on est tout à votre écoute. Bon, merci. Donc, je suis Ségolène Pasquier. Beaucoup d'entre vous me connaissent déjà. Certains d'entre vous que j'ai vu déjà se présenter tout à l'heure, que j'ai eu l'occasion de rencontrer quand je me suis déplacée sur nos cours d'appel. Diren Saïn était à Nîmes il y a une quinzaine de jours. J'étais moi-même à Montpellier il y a, je ne sais plus, une semaine préalablement, je pense. Mais j'ai été également dans d'autres endroits. Nous avions préparé un petit PowerPoint et c'est Madame Le Châtelier qui normalement, on doit le diffuser. Donc je vais le laisser le mettre en route si c'est possible. Je suis bien entendu dans cette présentation accompagnée de Dominique Pénat, que beaucoup d'entre vous connaissent aussi, puisqu'elle est chargée de mission auprès de notre bureau depuis quelques années également, et que c'est tel que souvent vous avez en ligne quand vous n'arrivez pas bien à remplir les annexes demandées par le ministère de la Justice, vous avez des questions sur des problématiques de financement avant d'aller interpeller les magistrats des cours d'appel. Dominique, je sais qu'elle est là. Est-ce que voilà, tu peux intervenir, s'il te plaît? Voilà. Dominique est là. Bien, alors, Diren Saïn, qui est donc la chef du bureau, qui a succédé à Mélanie Belot, qui était là préalablement, tout à l'heure, a introduit le sujet, vous a redit absolument l'attention que le ministère de la Justice porte aux conditions dans lesquelles d'abord a été prorogée cette expérimentation en place depuis la loi de 2016 et dans quelles conditions elle va maintenant, ce n'est donc plus un secret, très certainement être étendue à un nombre de juridictions qui reste encore à déterminer, et particulièrement sur le nombre et sur leur localisation. Je voulais le redire pour ceux qui nous ont pris en cours de route ou si ça n'a pas été suffisamment été entendu tout à l'heure, qu'on a parfaitement conscience que nous sommes le 10 juin, que nous approchons des échéances qui vous ont été fixées par les cours d'appel pour ceux d'entre vous qui sont conventionnés pour remettre vos budgets, que vous êtes extrêmement embarrassés, pour ne pas dire plus, de ne pas savoir si vous êtes ou pas dans une zone qui va être expérimentale, que ça vous empêche de faire des prévisions budgétaires précises, puisque vous ne savez pas si, étant dans le ressort, vous allez devoir effectivement, on ne va pas se leurrer, il faut le dire comme ça, monter en puissance au niveau de la capacité d'accueil, à tout le moins téléphonique dans un premier temps. Je n'ai malheureusement pas de précision à apporter aujourd'hui pour diverses raisons qui vous ont été un petit peu exposées tout à l'heure, également parce que nous sommes en train de procéder à des arbitrages. Et quand je dis on, ce n'est pas moi. C'est à un niveau bien plus élevé et nous essayons de porter notre voix qui est également la vôtre. Et tout ça se passe en bonne intelligence, bien entendu, avec les cofinanceurs qui sont également ici aujourd'hui et qui nous écoutent. Et donc, tout ça fait l'objet de forts échanges, de beaucoup de conversations. On avance malgré tout sereinement et le but de cette présentation préparée par Dominique Pénat, c'est également de vous montrer ce qui s'est passé. Je sais également que le cours de la matinée va être l'occasion d'entendre de vos collègues qui, à droite à gauche sur le territoire, participent déjà depuis quelques années et vont témoigner de de la réussite, en tout cas de leurs sentiments positifs vis-à-vis de l'expérimentation. Nous sommes également bien d'accord. C'est quelque chose qui va être très nouveau pour ceux qui vont être concernés et donc qui va supposer une mise en route, des adaptations et malgré tout, les travaux conjoints qu'on mène avec vos fédérations, aujourd'hui la FENAMEF, les cofinanceurs et autres institutionnels, CCMSA, DGCS, CNAF,
et avec également l'UNAF représenté aujourd'hui, vise à permettre, et c'était notre travail déjà lors de la révision du référentiel de la médiation familiale il y a quelques années, à homogénéiser les pratiques. Et voilà, il y a probablement des choses qui devront être mises en place, mais on est vraiment là pour être attentif à ce que ça ne contrarie pas ce dont je trouve qu'on n'a effectivement pas beaucoup parlé depuis le départ, qui est que vous êtes des médiateurs familiaux, vous êtes diplômés, vous avez un savoir-faire, une pratique incontestable que la magistrature, en tout cas les juges, la justice reconnaissent ne pas avoir, puisqu'on vous confie la tâche de faire surgir un accord et d'essayer d'obtenir la reprise du lien entre deux parents qui se déchirent autour d'un enfant, ce qui est vraiment au cœur de notre préoccupation. Et il est absolument, que ce soit bien clair, il n'est pas question d'intervenir dans les processus que vous mettez en place quand vous recevez les parents, dans le cadre de vos médiations familiales, dans le cadre de vos entretiens. C'est vraiment important. Nous, on n'a pas notre mot à dire. On ne demande pas à modifier vos pratiques. En tout cas, le ministère ne le demande pas. Nous visons surtout à répandre au maximum auprès de nos collègues en juridiction la connaissance que nous avons du savoir-faire que vous possédez, de façon à ce que également dans les demandes qui peuvent vous être présentées par les magistrats, il y ait une concordance avec ce que vous êtes supposé faire et en capacité de faire, et ce que vos outils vous permettent de... Enfin, vos outils au sens intellectuel, et peut-être également votre paperboard, je sais que c'est une grande partie de votre travail, vous permettent de faire. Nous, on ne veut pas interférer. En revanche, on considère que votre expertise et votre savoir-faire peut produire des résultats qui sont excellents et qui sont dans l'intérêt des familles et de leurs enfants, bien plus productifs qu'une décision de justice. D'où la nécessité, l'idée au départ et aujourd'hui la nécessité qui s'est vraiment affirmée de recourir à la médiation familiale dans des situations. Je vais donc, on va démarrer le PowerPoint, Madame Le Châtelier. Vous pouvez, voilà. On va aller assez vite sur le départ. Certains d'entre vous devaient peut-être en faire partie. Deux expérimentations, Arras et Bordeaux, deux systèmes différents, la double convocation et la tentative de médiation préalable obligatoire. Vous connaissez certainement tous ces dispositifs, j'y reviendrai pas, sauf si certains d'entre vous veulent des précisions après. Vous dire que ce qui a pêché, vous pouvez passer au slide suivant, ce qui a pêché pour Arras et Bordeaux à l'époque, c'est que c'était court. Nous avons eu quelques chiffres. Nous avons manqué de qualitatif, en fait. Et vraiment, le fait de renouveler l'expérience visait à nous permettre, concomitamment à des recueils de données statistiques chiffrés, de pouvoir avoir affaire à des retours plus qualitatifs sur l'appréciation qui pouvait être faite tant par vous, professionnels, que par la justice et également par les personnes qui font l'objet de cette médiation familiale. Donc, la loi, là c'est le cadre légal que vous avez à l'écran, on peut passer, Dirène en a parlé tout à l'heure. Ce qui comptait, c'était l'irrecevabilité. Vous dire que ce qui est clair quand même, c'est que la médiation familiale, la TMFPO, c'est la saisine et la rencontre du médiateur. C'est plutôt, je recommence. La TMFPO, c'est la rencontre du médiateur familial avant la saisine du juge. Je répète, la rencontre du médiateur familial avant la saisine du juge. Qui dit saisine du juge ne dit pas avant l'audience devant le juge. Voilà, est-ce qu'on est bien clair? Ce qui veut dire que, normalement, quand les familles vont saisir le juge parce qu'elles sont saisies, elles sont dans le cadre d'un conflit qui les oppose, parfois sur des sujets qui vont pas être très faciles à trancher par un juge. Vous en voyez tous les jours dans vos bureaux, je ne vais pas en reparler là. Elles sont supposées avoir saisi le médiateur. Vous savez également, comme moi, que selon les juridictions, et c'est très inégal, et je ne vous cache pas qu'on essaye à l'administration centrale depuis des années de trouver des solutions qu'on ne trouve pas
que certaines juridictions ont des délais qu'on appelle d'audiencement extrêmement longs, c'est-à-dire qu'entre le moment où un particulier, après déjà avoir pris le temps de se dire: «Est-ce que je saisis le juge ou pas?», saisit le juge et l'audience doit avoir lieu, qui va être le préalable à un délibéré rendu dans un délai de quelques jours à 2 mois. Il peut s'écouler, jusqu'à, dans certains endroits, on les connaît, hein, 10 mois, 12 mois, 15 mois. Bien évidemment, l'appréciation du fait que la médiation familiale a eu lieu avant la saisine du juge, parfois ne va donc être appréciée qu'au moment de l'audience. C'est-à-dire qu'on saisit le juge, par exemple en janvier 2020, on passe devant on ne fait pas de TMFPO parce qu'on a eu un document, tout ça, mais on n'a pas compris qu'il fallait vraiment le faire. Et quand on arrive devant le juge, par exemple en janvier 2021, il vous dit, bah donc vous avez essayé la TMFPO, et là la personne lui dit, ah bah non, j'ai vu, mais bon, pour moi, je n'ai pas compris qu'il fallait que j'y aille. On lui dit, bah votre requête est irrecevable. Voilà, ça veut dire que tout s'arrête. Et on doit dire à la personne, bah, vous sortez du cabinet, maintenant il faut que vous saisissiez le médiateur familial et vous reviendrez saisir le juge quand vous aurez tenté cette médiation. Voilà. Donc ça, c'est quand même pour vous poser le cadre, ce qui suppose l'idée, c'est d'éviter ça, hein, parce que quand il y a des gros délais d'audiencement, ça veut dire que les gens n'arriveront jamais devant le juge. En tout cas, c'est là qu'il y a une grosse perte de temps. Donc, en fait, il y a eu un énorme effort qui a été fait pour vraiment informer les particuliers, informer par l'intermédiaire des sites Internet, informer par l'intermédiaire des juridictions, informer par des courriers qui repartaient, informer les avocats. Également, alors chaque juridiction a un peu trouvé sa solution pour éviter des irrecevabilités. L'idée, c'était vraiment, voilà, donc la médiation familiale, elle doit être avant la saisine du juge. On est sur des modalités simples d'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et éducation des enfants mineurs ou devenus majeurs, la fameuse CEE, et toutefois, également quand on veut faire modifier une convention homologuée par le juge, c'est-à-dire que les gens arrivent déjà avec leur convention, et donc évidemment, la TMFPO ne vise pas à rechercher quelle est l'origine de la convention présentée par les parents. Si par hasard des parents vous ont déjà vu avant, qu'ils ont déjà une convention, peu importe que c'était dans le cadre de la TMFPO à proprement parler, ou qu'ils aient eu l'occasion de faire une médiation ou déjà de rédiger une convention avec l'aide ou pas d'un médiateur, ils la présentent au juge, ils sont dispensés de la TMFPO. On peut suivre. Évidemment, des cas de dispense, on en a parlé, hein, des violences ont été commises par l'un des parents sur le parent ou l'autre enfant, et il y a également l'appréciation des motifs légitimes par le juge. Alors, selon les endroits où vous êtes, et peut-être que ce sera un sujet évoqué tout à l'heure, mais il y a vraiment, par rapport à ce qu'on pensait même au départ, et nous avons vu que la crise sanitaire a été l'occasion de grands succès, que vous y êtes vraiment passé tout de suite à la visioconférence, et la réussite du nombre d'auditeurs de cette visioconférence ce matin en est la preuve. La distance ne constitue plus forcément un facteur immédiat, un motif légitime de dispense de la TMFPO. On va imaginer simplement la disparition du papa, dans le sens, pour un moment, on ne sait pas où il est, la détention, hein, qui peut être un cas. On peut quand même considérer pour certains que la distance peut être un motif légitime, particulièrement dans certaines régions dans lesquelles la mobilité n'est pas simple, où les gens sont sur des tissus socio-économiques faibles et qu'ils n'ont pas de véhicule, et qu'il y a peu de transports en commun qui leur permettent de se rendre dans la ville dans laquelle sont assurées les médiations familiales. Voilà, certains, mais ça s'apprécie tribunal par tribunal. La suite. Donc, pour mesurer l'impact de la TMFPO, on a créé des nouveaux codes de saisie, ça ne vous concerne pas. On vous a mis à disposition, et il y en a parmi d'entre vous qui ont déjà répondu, un questionnaire en ligne, hein, qui nous a permis d'avoir des chiffres très intéressants, puisque nous, il s'agissait de savoir, entre la médiation conventionnelle et la TMFPO, ce qui pouvait, comment ça s'appréciait, et est-ce que ou pas par rapport à un taux de réussite. Par contre, je côtoie suffisamment les médiateurs familiaux pour savoir que réussite ou échec, c'est quelque chose qui ne veut pas dire grand-chose pour vous, même si c'est souvent la question qui nous est posée, de savoir est-ce que c'est un échec ou est-ce que c'est une réussite. Et bon, voilà. Moi, je me plais à dire dorénavant que, vu que de toute façon, les affaires familiales, ça concerne, dans le cadre de la séparation de parents, d'enfants,
à tout le moins une compétence tant que l'enfant n'est pas majeur et même au-delà quand il n'est pas encore autonome financièrement. Vous savez comme moi que les parents sont susceptibles de revenir à plusieurs reprises dans les différentes étapes de la vie de leur enfant ou dans les différentes étapes de l'évolution de leur séparation et que si la médiation familiale ne réussit pas du premier coup, est-ce que c'est considéré comme un échec alors même que peut-être un an après, ils reviendront pour vous saisir parce que malgré tout, ils ont apprécié voilà, le processus qui leur a été proposé, qui a été l'occasion malgré tout de s'exprimer et d'essayer d'avancer ensemble. Et enfin, il y a des études sociologiques indépendantes qui ont été réalisées et je vais y revenir un petit peu puisque vous avez eu des diffusions et qu'il y a quand même des choses à en dire. Nous avons également fait des questionnaires d'évaluation qualitative par les juridictions qui nous ont répondu. C'est de là que nous savons ce qui a été mis en place, qu'effectivement, ça a constitué une certaine charge de travail supplémentaire pour les greffes, que nous ne nions pas, que malgré tout, c'est ce que vous disiez d'Irène Saïn tout à l'heure, sur les 11, 9 nous ont dit à l'issue de ce questionnaire rendu cette année au courant du mois de mars qu'ils étaient absolument favorables à ce que la médiation familiale préalable obligatoire soit quelque chose qui perdure et qu'en tout cas, ils étaient extrêmement volontaires pour rester dans l'expérimentation. Et ensuite, il y a des réunions d'échange et des bilans organisés avec le ministère, que nous n'avons pas encore pu tenir cette année, mais que nous avons mené les autres années. En tout cas, nous sommes en lien très étroit avec nos juridictions. La suite, s'il vous plaît. L'activité des médiateurs. Donc, ça, c'est ce qui résulte de l'enquête Sphinx que nous envoyons et qui est remplie. Alors, effectivement, ce n'est que du déclaratif, c'est sur la base du volontariat. Toutefois, lorsqu'il y a des protocoles qui sont signés dans les juridictions, il est prévu qu'en échange de l'information de la structure dans laquelle vous êtes, si vous êtes intéressé, vous vous engagez à répondre au questionnaire du ministère. Le questionnaire du ministère, c'est cette enquête Sphinx qui est assez rapide, puisque nous avons des éléments d'information sur la durée pour la remplir. Ça dure entre 40 secondes et 2 minutes. Donc, c'est assez simple. En revanche, effectivement, ça suppose juste de prendre situation par situation et de dire quel était le sujet. Est-ce que il y a eu, ça s'est arrêté après l'entretien préalable, combien il y a eu de séances de médiation, est-ce que l'avocat était présent ou pas, est-ce que les parties faisaient l'objet ou pas de l'aide juridictionnelle, quel est le motif principal pour lequel vous avez été saisi, et divers. On sait également que, attendez, donc, vous voyez que l'activité des médiateurs qui ont répondu indique que finalement, la majorité des cas de leur saisine étaient de la TMFPO à 59%. Vous avez les chiffres à l'écran. 34% quand ce n'est pas dans le cadre de la TMFPO et 8% dans le cadre d'une médiation judiciaire ordonnée par le juge. Donc, ce qui n'est pas la médiation, on considère que tout ce qui est dans le champ de la TMFPO, même si les gens ne savaient pas en venant vous voir qu'ils étaient dans un cadre TMFPO, ça constitue de la TMFPO. Voilà. J'espère être clair. La suite. On a des résultats quasi équivalents en poursuite de la médiation après premier entretien pour la TMFPO, la médiation judiciaire et la médiation conventionnelle, ce qui est plutôt bon signe. Ensuite. En ce qui concerne les accords tels qu'ils sont déclarés, alors oui, la question sur l'avocat, très intéressant. Nous en avons d'ailleurs, lors de la préparation de cette réunion, abordé ce sujet. J'y répondrai, madame, n'ayez pas de... Voilà, c'est vraiment mon sujet. Madame Le Châtelet, vous me faites penser si jamais j'oublie. Les accords, donc vous voyez, effectivement, en médiation conventionnelle, on va plus vers un accord. On va plus vers un accord, sous-entendu, il est total ou partiel. Voilà, la TMFPO, c'est un peu moins, mais je vous rappelle qu'on est dans un cadre où les gens s'apprêtaient à saisir le juge. Donc, en fait, on peut imaginer qu'ils étaient dans un immense... ils étaient dans un gros conflit. Alors, il y a plusieurs cas de figure et vous le voyez comme moi. Parfois, les gens, d'abord, n'imaginent même pas qu'ils ont encore la main sur leur séparation. Ils considèrent que seule la justice est là pour les aider à prendre des décisions, parfois même quand il n'y a pas de litige. Mais ils ont divorcé, ils ont fait, même dans le meilleur des cas, un consentement mutuel. Je parle de ça avant le consentement par acte d'avocat. Tout était au point. Bon, là-dessus, on sait, comme tous, qu'au bout d'un moment, le consentement mutuel, ça explose.
clause parce que les gens déménagent et que tout devient un peu plus difficile. Et là, ils pensent que donner une première décision qui fixe pour eux la deuxième décision, enfin en tout cas l'évolution, elle doit probablement certainement se faire par un juge. Déjà de découvrir qu'en fait non, l'autorité parentale c'est la leur, que le juge n'est là que pour trancher et que c'est eux d'en discuter ensemble. On a déjà une bonne partie des gens qu'on arrive à raccrocher à nos wagons. La deuxième, c'est ceux qui considèrent que leur conjoint, de toute façon, ne s'intéresse pas aux enfants et que donc, à part venir devant le juge, enfin, bon, écoutez, les cas de figure, vous les connaissez tous. Donc, moi, on est quand même très satisfait de voir qu'il y a quand même 52% qui vont vers un accord. Après, cet accord est-il matérialisé ou pas par une convention qui va être homologuée par le juge, enfin, la convention, je pense, l'homologation par le juge. Voilà, contrairement à ce que certains dans notre maison aimeraient nous faire dire, ce n'est pas pour moi un critère d'évaluation de la réussite de la médiation familiale. L'homologation de la convention n'est pas forcément nécessaire. La chose sur laquelle les parents n'étaient pas d'accord lorsqu'ils sont venus devant vous ne nécessite pas forcément une homologation. Bon, voilà, donc c'est pour ça qu'on a besoin de vous après pour savoir si ça a marché ou pas, parce que finalement, les seuls qui savent, c'est vous. Hein. A priori, si tout marche bien, les gens ils vont plus devant la justice. Donc, non seulement ils ne sont pas venus nous voir avant, mais après, ils ne reviendront pas. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de vos chiffres. Donc 2020, on a noté une baisse, hein, probablement liée à la crise sanitaire. Voilà, donc en gros, quand on écrit à la fin, là, sur la dernière page du slide à l'écran, 25% de demandes, on est sur 25%, enfin 50% des affaires de TMFPO se poursuivent par une médiation et 50% de ces 50% aboutissent à un accord, ce qui fait 25% des demandes en tout. Je vous remercie. La suite. Voilà, donc là-dessus, quand on a fait les statistiques issues de la justice, hein, donc à partir des codes qui sont saisis par les juridictions, la suite, on a pu voir les éléments suivants. La suite, Madame Châtelier, s'il vous plaît. Il y avait une augmentation au plan national, 7% du nombre de requêtes qui rentraient dans les champs de compétences de la TMFPO déposées devant les JAF, mais que dans les juridictions dans les 11 juridictions expérimentales, il y a un léger fléchissement du nombre de saisines. Donc, bon, voilà ce que je peux vous dire, la suite. Mais quand même, nous avons trouvé ça vraiment très significatif. Parce que là, on parle de centaines de milliers de dossiers quand même. Hein, donc, pour l'année 2020, nous avons, au niveau du contentieux, il y a moins 6% de requêtes déposées dans les tribunaux judiciaires expérimentaux et moins 8% au niveau national. Donc, on dit que c'est peu significatif en raison du contexte de crise sanitaire. La suite. Sachant que quand on a échangé avec les juridictions, voilà l'appréciation qui nous est revenue. La suite. C'est ce que je vous disais, hein, le greffe, donc une charge de travail supplémentaire, il faut apprécier les dossiers. Les JAF ont pu dire aussi que effectivement les dossiers dits simples entre guillemets pouvant partir vers les médiateurs familiaux ne revenaient vers à l'issue de cette médiation préalable non aboutie devant les juges que les affaires dites complexes qui donc prennent plus de temps. Ça a entraîné, nous en sommes bien d'accord, nous le savons, une surcharge de vos services. Nous avez été confrontés, pour ceux qui sont déjà dedans, une difficulté pour recruter des médiateurs supplémentaires. Surtout que, je le rappelle, il ne s'agit pas seulement de médiateurs supplémentaires, il s'agit de médiateurs familiaux diplômés d'État. Donc, évidemment, ça accroît la qualification et voilà, la compétence, mais c'est nécessaire. Et vous pouvez noter aussi, pour ceux qui étaient dedans, une tension dans les appels téléphoniques liée au fait que les justiciables n'étant pas informés et ayant découvert ça un peu sur le tard, ils sont extrêmement mécontents de ne pas pouvoir accéder à la justice comme ils l'auraient souhaité et d'être obligés de passer par vous qui ne connaissent pas, et donc ça va leur faire perdre du temps. Toutefois, les points positifs que nous pouvons noter, c'est que dans ce qu'on appelle le hors divorce, c'est-à-dire tout ce qui concerne la situation des couples qui ne sont pas mariés, qui n'ont jamais eu accès à la justice, sauf pour une première décision, vu que c'est le cadre de la TMFPO, mais qui, n'ayant pas trop de... Enfin, voilà, en tout cas, pour les personnes qui n'ont pas été mariées, il y a moins de saisines. Il
il y a eu également plus d'homologation d'accords hors audience, puisque vous savez sans doute que la loi de justice du XXIe siècle prévoyait également que pour les homologations, il n'y avait plus besoin d'audience des parties devant le juge. Il peut les signer en dehors de la présence des parties. Là, les points, vous voyez tellement de choses dans le cadre de vos médiations que quand ça arrive devant le juge, au moins, il reste des points qui sont franchement judiciaires et donc qui ne peuvent être tranchés que par le juge. Je sais à quel point vous êtes vigilant à ne pas interférer dans l'action du magistrat. Les juges constatent quand même également un apaisement des conflits et une responsabilisation des parents. Le taux d'accord de la TMFPO, enfin voilà, on voit, a été proche de la médiation conventionnelle. Il ressort également, et ça c'est absolument un sentiment national, le partenariat constructif qui s'est établi entre les magistrats, les avocats et les médiateurs familiaux localement. Et également, ce que vous dites, c'est que malgré tout, ça contribue à diffuser la culture de la médiation. Ça a vraiment permis que davantage de personnes sachent ce que c'est, que ce soit quelque chose qui soit dit, dont on parle, et nécessairement, voilà, il y a des grosses incitations de la part de la justice en matière civile, vous le savez, mais il y avait également des incitations fortes financières de la part de la CNAF à la COJE 2018-2022 pour le déploiement de la démédiation familiale. La TMFPO est venue également rajouter un étage dans la construction de la montée en puissance de la médiation familiale. On s'est posé la question, alors les médiateurs familiaux diplômés, je vois votre question, madame, on y répondra, mais ça c'est plutôt un problème de conventionnement et voilà, des obligations qui nous lient avec les partenaires financiers qui sont ici aujourd'hui. Après, sur une appréciation personnelle du diplôme pour pratiquer la médiation, j'avais hier une grosse réunion avec le Conseil national des barreaux et c'est vraiment un sujet qui se pose avec les avocats. J'en reparlerai après. On s'est posé quand même la question, alors il y a peut-être des choses à dire, sur l'adaptation de la TMFPO aux demandes portant exclusivement sur les pensions alimentaires. Vous savez peut-être, dorénavant, il y a l'intermédiation financière, il y a la RIPA. Alors certains d'entre vous disent, en fait, qui dit médiation, enfin, que sur les pensions alimentaires, en fait, c'est le sujet principal, mais c'est la face cachée, la face visible de l'iceberg. Il y a plein d'autres choses à gérer derrière. Notre intervention n'est pas inutile, d'accord. On m'a fait remarquer il y a quelques jours que ah oui, peu importe où, mais que en fait, la demande sur des demandes purement financières dans certains départements était encore liée à des demandes de la CAF qui veut absolument un constat d'impécuniosité validé par un juge. Je pensais que moi, c'était plus le sujet. Parce qu'effectivement, dans le cas où les gens n'ont pas de moyens, on est tout à fait désolé de ne pas pouvoir imposer une pension alimentaire supérieure au montant de l'allocation de soutien familial, mais en attendant, qui a zéro à zéro, quoi. Donc bon, on nous dit également que dans les hauts conflits entre les parties, c'est pas facile. Ça serait diversement compris et mis à profit par les personnes selon leur origine socioculturelle. Ça, c'est ce qui résulte des rapports. On va en parler rapidement après, et qu'il y a une difficulté pour identifier avant la saisine du médiateur les situations de violence ou d'emprise, qui normalement constituent des cas de dispense qui devraient être allégués, présentés devant le juge aux affaires familiales lors de l'audience, avérés de façon ou d'une autre, et que là, en fait, vous avez l'impression parfois que dans vos cabinets, il y a des situations qui, relèvant de l'emprise, ne devraient pas être présentes. Donc, on peut passer, on en a parlé. Alors, sur les appréciations, passons, Madame Le Châtelier, slide suivant. L'appréciation qualitative, c'est le fait qu'il y en a 9 qui veulent quand même bien que ça dure, une qui ne s'est pas prononcée. Bon, on n'est pas allé la rappeler pour dire pourquoi vous n'avez pas dit que vous vouliez ou pas, peu importe qui c'est. Donc, vous êtes au courant de ce rapport, quand médié n'est pas remédié, établi par le laboratoire de Nanterre, Madame Boussard. C'est un rapport qui, effectivement, a été cofinancé par le SADJAV et par le ministère de la Justice, qui, en fait, pas par le ministère de la Justice d'ailleurs, c'est une impropriété que de dire ça. Il y a un groupement indépendant, un groupement d'intérêt public qui est la mission de recherche dans la justice, qui
finance des études sur les sujets justice et qui a également cofinancé ce rapport avec nous. Il y avait un biais sociologique, puisque Madame Boussard est professeure de sociologie. Elle est également plutôt axée sur la sociologie professionnelle. Donc, bon, voilà, on avait une étude, un sujet qui nous avait été proposé. On a trouvé ça intéressant pour aller dans de plus qualité. L'étude a été publiée il n'y a pas très longtemps. Vous avez certainement tous assisté à des restitutions. Je sais que ça a provoqué certains remous chez certains d'entre vous. Je dirais juste que c'est une monographie qui a été menée au tribunal judiciaire de Pontoise entre août 2017 et septembre 2019, complétée avec des entretiens de magistrats et des médiateurs de 3 autres juridictions, Bordeaux, Nantes et Tours, au printemps 2020, que malgré tous les chiffres qui font l'objet de l'étude statistique sur laquelle repose une partie de l'évaluation sont des chiffres qui sont des chiffres plutôt de 2018, que la crise sanitaire a effectivement pas été extrêmement propice à des déplacements. Donc, en fait, les entretiens ont lieu en visio, au mieux par téléphone au pire, ce qui n'a pas favorisé la facilité dans le contact. Madame Boussard souhaitait également rencontrer des familles qui font l'objet des médiations. Ça n'a pas été très simple parce que, évidemment, soit ils n'étaient pas volontaires, soit ils ne voulaient pas répondre aux questions, soit bon. Bon, voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on dit sur la page d'après? Allez-y. Oui, alors donc, de toute façon, vous aurez ce PowerPoint, on peut vous le faire parvenir. Donc, en fait, il y a un biais qui dirait que les niveaux sociaux plus élevés peuvent s'en sortir, que les hommes de la catégorie socio-professionnelle plus élevée ont une perception plus favorable que les femmes, que c'est considéré par une perte de temps pour les personnes d'origine populaire ou étrangère, surtout lorsque les litiges portent sur une question pécuniaire. Sur le commencement de l'expérimentation, on verra après, madame. Pour l'instant, on n'a pas encore de réponse à apporter, on vous l'a dit tout à l'heure. Oui, elle peut être vécue comme une expérience violente, voilà, quand il y a une situation de domination ou d'emprise de la part de l'ex-conjoint. Donc là, j'ai envie de dire, je fais un petit aparté, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, mais par rapport à la question de l'avocat, bon, je vous l'ai dit, le champ d'application de la TMFPO, c'est ça et ça, mais surtout, ça veut dire que ce sont la procédure civile n'impose pas, dans le cadre de cette saisine, l'assistance obligatoire par un avocat. Ce qui veut dire que normalement, ce sont des situations dans lesquelles les gens n'ont pas d'avocat et donc peuvent se présenter seuls devant vous et devant le magistrat, le cas échéant. Il se trouve que parfois, ils ont déjà un avocat ou qu'ils ont les moyens d'en avoir un et ça leur fait plaisir d'avoir quelqu'un qui parle à leur place. Il se trouve aussi que parfois, ils ont effectivement peur de leur ex-conjoint et qu'ils ils considèrent que la personne de l'avocat est sécurisante pour eux. Et ils ne vous connaissent pas et ils demandent d'assister à la séance avec leur avocat. Alors, le positionnement du ministère de la Justice est très clair depuis des années sur cette question. L'avocat, c'est une profession réglementée, c'est un choix pour une personne qui est dans un processus quand même judiciaire ou dans votre cas obligatoire, précontentieux certes, mais de pouvoir être assisté d'un avocat. Nous ne voyons pas pourquoi il serait fait une objection à ce que l'avocat soit présent au moment de la médiation. Alors, une fois que j'ai dit ça, je précise mon propos. Être présent ne veut pas dire parler à la place de son client, on est bien d'accord. Être présent ne veut pas dire parler à la place du médiateur non plus. Je signale à toutes fins utiles, puisque le Conseil national des barreaux a bien réalisé que c'était un problème et donc propose une formation aux avocats qui s'appelle « Accompagner son client en médiation », ce qui permet normalement de resituer la médiation dans son contexte et de permettre que l'avocat garde sa place. Là où l'avocat a un intérêt, selon nous, même s'il n'y en a qu'un seul, c'est probablement, puisque c'est normalement pas votre travail d'aider à la rédaction du protocole d'accord à la fin de la médiation, même si c'est partiel et même s'il n'y a pas grand-chose à écrire. Il nous apparaît que, sauf certains cas, l'avocat ne va pas forcément assister à toutes les séances. Souvent, il veut venir à la première pour voir comment ça se passe et puis après, il va dire à son client tout se passe bien.
La deuxième chose aussi, c'est que le parallélisme des formes et votre souci d'équilibre qui conduit parfois à ce que vous demandiez que si un avocat, eh bien, l'autre qui n'en a pas pris, et évidemment, puisqu'il n'est pas obligé et vienne avec un avocat, eh bien, en fait, non. Voilà, il peut n'y avoir qu'un avocat. Ça arrive très, très souvent dans les audiences devant le JAF. Il y en a un qui a un avocat, l'autre qui n'en a pas. Eh bien, c'est pas grave. C'est la liberté de l'un et de l'autre, c'est leur moyen. Quand on n'est pas obligé d'en avoir un, c'est le cas en appel, hein, je vous rappelle, mais ce n'est pas le cas au premier niveau de justice. On n'a pas tous les mêmes moyens et on ne va pas tous avoir les mêmes types de médiateurs, par exemple, mais on vient ou pas avec un avocat. Si votre question, je n'y ai pas assez répondu, n'hésitez pas à revenir vers moi. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Vous voyez, à Pontoise, tout d'accord 15%, accord total 10%. Enfin, bon, c'est inférieur à nos statistiques nationales, mais on a réalisé qu'il y avait des petits ajustements et que donc, globalement, j'étais à Pontoise lundi. Hein, donc, je peux vous dire, ils sont extrêmement satisfaits. Si quelqu'un parmi vous est de Pontoise, qu'il n'hésite pas à prendre la parole. La crainte aussi, nous dit-on, c'est que la TMFPO sans accord, en fait, fasse renoncer les gens à saisir la justice. Donc, il y aurait un éloignement du justiciable de la justice. Eh bien, peut-être, mais en fait, ça, on ne sait pas. Est-ce que les gens ont quand même appris à discuter tous les deux et qu'ils se sont échangés leur portable et qu'en fait, ils gèrent tout ça? Ou est-ce que vraiment, ce sont des gens qui non seulement se disent que la TMFPO n'a pas pu les aider, mais que la justice ne les aidera pas et qu'ils s'enferment dans une solitude et on va faire un échec total de leur situation de parents? J'en sais rien. Voilà, et c'est ce qu'on vous dit hein, en rouge, que le TJ de Pontoise est principalement prévu au début de l'expérimentation. La suite, alors je ne vois pas du tout l'heure, je suis probablement, quelle heure est-il? Oh là là, il va falloir que mon temps s'arrête peut-être bientôt, non? Après, je voulais simplement parler des études hein, qui ont été faites. Maintenant, si les personnes sont présentes et qu'elles veulent en parler à ma place, qu'elles le fassent sur les études indépendantes. Préalablement, le slide précédent, parce que je ne l'ai pas lu, c'est celui de Camille Arnaudin. Ah non, vous repartez en arrière, excusez-moi, madame. Il faut repartir voilà, avancer. C'est de ma faute. Vous aviez fini ça, effectivement. Voilà. Juste une petite pause, Madame Pasquier, vous demandiez le temps. Bah, autant vous dire que là, vous êtes bien, prenez le temps, d'autant plus que vous avez le talent de lire le chat en même temps, donc vous répondez aussi aux questions en même temps. Donc en fait, là, on est bien. Allez-y, prenez le temps, on est très bien. Bon, parce que là, je vais rapidement parler, parce que c'était quand même très important, si vous voulez, simplement, hein, ceux qui en vous ne me connaissent pas vont le découvrir, les autres le savent déjà. Nous sommes le ministère de la Justice. Hein, voilà, moi, je suis magistrate judiciaire, j'ai des affaires familiales, ça n'empêche pas de se dire les choses. Et donc, nous étions très contents que toutes ces études soient sorties à peu près en même temps, ce qui permet de les lire chacune dans la perspective de l'autre et de pouvoir en tirer quand même des effets intéressants pour notre appréciation qualitative de l'expérimentation. Donc, la TMFPO coordonnée par l'UNAF est arrivée un petit peu après la nôtre. Elle a été publiée en février 2021. Elle porte, elle, sur 4 juridictions, Évry, Rennes, Cherbourg et Saint-Denis de la Réunion. Vous pouvez passer. Il y est quand même dit, on avance. On dit que… je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il ne veut plus avancer. Voilà. C'est bon, madame? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, il nous est donc cette étude. Hein, alors moi, je recommande à tous, si vous ne l'avez pas déjà fait, de lire ces 3 études. La première est disponible sur le site du ministère de la Justice, enfin librement, je veux dire sur le site du ministère. Enfin bref, mais elle a été diffusée partout, donc je pense que tout le monde y a eu accès. Celle de Madame Boussard. Les autres ont été adressées par les réseaux. Je pense que vous n'aurez pas de difficulté à vous les procurer. Prenez le temps de les lire, c'est vraiment très intéressant. Donc là, on nous dit quand même que la médiation est vue comme une façon d'apaiser les tensions, un espace beaucoup plus accueillant et bienveillant que celui du tribunal, renouer le dialogue, communiquer, voilà, disponibilité, capacité d'écoute du médiateur est appréciée. On nous dit aussi, ça rejoint ce que dit la justice, hein, à savoir que dans les situations d'emprise, quand il y a des conflits qui ne sont pas vus avant, effectivement, les gens arrivent. Vous le savez comme moi, hein, vous avez plus de temps quand vous voyez les gens. Vous arrivez à sentir des choses qu'on ne sent pas. Je le redis, une audience juge devant le juge, parfois c'est 20 minutes.
ça peut durer plus longtemps. Maintenant, nous, s'il n'y a pas d'avocat et que les gens ne nous disent pas les choses, parfois, on ne peut pas savoir. Il y a quand même des couples qui, à l'audience, sont particulièrement taisants parce que comme ils doivent avoir l'impression que ce qu'ils pourraient dire sur l'autre va frôler le risque d'assistance éducative, en fait, ils se taisent. Le problème, c'est qu'une fois que vous les avez devant vous et qu'ils parlent un peu plus, en restant moins sur leur quant à soi, là, vous découvrez des choses. Il n'est pas question, entendons-nous bien également, d'imposer de la médiation familiale préalable obligatoire à des gens qui, clairement, enfin, dans le couple, dont l'un est en situation de danger avéré de la part de son conjoint. Vous avez le droit d'interrompre la médiation et de dire à la personne, généralement c'est elle qui vous a saisi d'ailleurs, qu'elle peut dorénavant aller devant le juge parce que la médiation, visiblement, ne va pas remplir son office. Vous n'êtes pas là pour être l'antichambre de situations que vous n'avez surtout jamais voulu. Et nous, on ne veut pas que vous serviez à ça. Je veux que ça soit très clair également. Slide suivante. Ça bloque à nouveau. Je ne sais pas pourquoi. Hop. Voilà. Alors, je l'ai présenté. Voilà, merci. Les médiateurs. Voilà. Le caractère, alors évidemment, là, en ce qui vous concerne, puisque là, vous avez répondu favorablement, vous avez répondu à l'enquête pour ceux qui étaient concernés par cette zone d'enquête. Je sais que pour ceux qui n'ont pas encore, c'était contrariant, ce n'était pas la façon dont vous avez envie de mener votre médiation, dont vous avez été formé. Vous considérez que les parents doivent avoir un libre consentement préalable. Mais vous avez également considéré, et c'était la bonne surprise, que c'est probablement l'unique façon d'amener les parents à la médiation. Et que donc, et que la médiation peut être la solution à leurs soucis. Et qu'à partir de là, aujourd'hui, les gens, faut parfois être un peu autoritaire pour qu'il se passe quelque chose. Donc là, on les emmène vers vous. Alors, c'est compliqué. Vous avez su adapter et faire évoluer vos pratiques. Voilà. Par contre, ce que vous craignez essentiellement, c'est la complexité de la mise en place et la crainte de saturation des services. Alors, je vous le dis, moi, je suis ça, du verbe de suivre très attentivement depuis 4 ans maintenant. Voilà, j'ai eu l'occasion d'aller sur les zones d'expérimentation. Pour ceux d'entre vous qui sont présents aujourd'hui, vous m'avez certainement déjà vu. Je lis vraiment tous les rapports qui nous parviennent. Nous avons aidé, d'abord financièrement, bon, c'est un sujet, mais bon, mais surtout, on le sait, vous avez été submergé d'appels téléphoniques. Certains d'entre vous ont dû mettre en place des standards, ce qui avant n'était pas la façon dont vous travaillez, puisque on m'a expliqué l'autre jour avec beaucoup de gentillesse, et je remercie la personne, je ne sais plus qui l'a fait, que la médiation, ça commençait déjà au moment de l'appel au centre de médiation, en fait. Et que, effectivement, pour vous, parfois, ce n'est pas si évident que ça de confier l'accueil téléphonique à quelqu'un d'autre qui n'est pas médiateur familial. Et voilà, j'ai encore appris quelque chose et j'en apprends tous les jours sur la médiation familiale, c'est très bien. Moi, je n'ai subi aucune formation, je veux le savoir, voilà, je vous le sachiez. Et que donc, effectivement, c'est une autre façon de travailler. Parce qu'effectivement, les gens qui vous appellent, parfois, ils sont dans un questionnement qui est purement pratique. Et donc, est-ce qu'on considère qu'on démarre la médiation à combien ça coûte et c'est quoi votre première date libre? Je ne sais pas. Ensuite, la troisième étude, c'est celle coordonnée par la PMF avec Nicolas Loriot-Di-Prévost. Je voulais vous dire également que le ministère de la Justice, bien évidemment, a rencontré tant Madame Boussard que Camille Arnaudin et Nicolas Loriot-Di-Prévost. On a été auditionnés dans le cadre de ces études. Tout ça s'est passé dans une très, très belle et très intéressante concertation avec tout le monde, les commanditaires et les prescripteurs qui sommes nous et les participants à l'expérimentation. Donc, sur la pratique professionnelle des médiateurs, slide suivant. Voilà, donc à nouveau, repenser l'organisation, approche de façon positive. Bon, on a l'adverbe douloureusement qui me tracasse, mais on a bien vu, je vous le dis au départ, nous, on n'intervient pas, enfin, on ne veut pas intervenir dans votre processus de médiation, mais on a réalisé qu'en fait, dans votre processus de médiation, il y avait des choses un peu en amont qu'on n'avait pas soupçonnées. Et je pense que c'est là où ça a été compliqué. Et puis après, il y a aussi une réorganisation, on l'a beaucoup vu, où parfois, on le sait, le saisir la justice, finalement, c'est un acte fort dans la vie des gens,
pas tous, mais bon, quand même. Mais surtout, on vient une fois, quoi. On fait sa démarche par courrier, on reçoit sa convoque, on vient, voilà, bon, terminé, on repart chez soi. La médiation, a priori, c'est pas une fois. Donc, parfois, il y a l'information, après, il y a la réunion, enfin, il y a l'entretien préalable. Parfois, je le sais, hein, vous avez été amené à devoir bloquer des créneaux parce que beaucoup d'entre vous se sont rendus compte que lorsque les deux parents étaient présents à l'entretien préalable, parfois, ils désiraient que la médiation se poursuive immédiatement pour éviter une deuxième fois. Et que leur problématique, finalement, ne nécessitait pas forcément plusieurs séances de médiation qui allaient supposer de leur part qu'ils reviennent à de nombreuses reprises, qu'ils refassent l'effort de prendre du temps sur leur journée parfois de travail, des kilomètres, la distance, le coût, enfin bon, bref, etc. Bon, effectivement, deuxième conséquence, la promotion de la médiation familiale auprès du grand public, donc effet positif. Les recommandations qui ont été faites, alors vont-elles être suivies ou pas, voilà, grande question. Mise en place plus concertée avec les acteurs concernés, médiateurs, avocats, magistrats, CAF, ministère de la Justice. Il y a des comités de pilotage locaux qui existent. C'est vrai que c'est vraiment un de nos gros encouragements pour les futures juridictions qui vont être concernées, qu'il faut absolument que ce soit géré au plus près, avec le maximum de partenaires, qu'il y ait des protocoles, que ces protocoles peuvent évoluer, que vraiment ça doit aussi être un espace de parole. Bon, voilà. Et après, au niveau national, on va essayer également de le faire. Accompagnement suffisamment en amont de la mise en application. Là, ça rejoint la question qui nous a été posée sur est-ce que ça va démarrer en septembre? Alors, je vais être très transparente avec vous. Si tout ce qui devait se passer s'était passé depuis la date avec laquelle Dominique Pénat et moi, on a commencé à travailler sur cette question, à savoir septembre l'année dernière, forcément septembre 2021, ça vous aurait paru très loin. Là, je comprends bien qu'en étant mi-juin, septembre 2021, ça paraît très, très court. Moi-même également. Vous dire, est-ce que cette date va être maintenue? Honnêtement, je n'en sais rien. Voilà. Je ne sais pas quand les annonces finales vont être faites et je ne sais pas quels sont les arbitrages qui vont être décidés. Par contre, pour être absolument transparente, les juridictions qui nous ont dit, nous, on est d'accord pour y aller, nous disent également, septembre, ça va être compliqué. Hein. Donc, je vous rassure, ce que vous ressentez difficile est également ressenti par les gens qui n'ont pas à avoir le choix que d'être dedans. Donc, bon, en plus, le problème, on va arriver après la période d'été. Il y a des gens qui vont avoir saisi le juge avant les vacances, qui vont avoir des convocations. Ces convocations vont les emmener pour des audiences qui vont être, dans le meilleur des cas, octobre, novembre, décembre. Les juridictions nous ont déjà fait entendre qu'elles n'allaient peut-être pas reprendre toutes les convocations et les resoumettre à la TMFPO. Donc, voilà. Tout ça va faire que vous allez avoir du temps malgré tout. Voilà. Le temps, alors peut-être pas le temps logistique, vous dites, mais dès demain, comment je vais faire? Il me faut 3 salles de plus, une standardiste, du temps. Enfin bon, non, mais pas demain. Genre le temps que la juridiction, enfin que nous, on communique officiellement, que la juridiction, etc., et que le temps qu'ils arrivent à l'audience, les gens, vous avez carrément le temps de vous retourner. Alors, bon, pas à 10 ans non plus, hein, mais vous allez avoir quelques jours, quelques semaines. Hein, j'aime bien quand j'ai dit quelques jours, je sens qu'il y a eu des frémissements. L'aspect budgétaire est également très important pour vous, je le sais. Je sais que vous avez subi, là, tous ceux qui sont conventionnés, le ministère de la Justice, des pressions pour rendre vos budgets dans les meilleurs délais. Alors là, je vais peut-être laisser… attendez, je voudrais juste voir si mon slide est terminé, parce qu'en fait, je ne sais plus où on en est. Est-ce qu'il y a quelque chose après ou est-ce que ça s'arrête là? Je crois qu'on dit merci, normalement. Non, bah c'est ça, développement politique, positif, encourageant, ok, très bien. La suite, je pense qu'après, ça s'arrête. Ah oui, 34 nouvelles juridictions. Bon, ben, on vous parle de ça. Bon, voilà. Bon, enfin, on va s'arrêter là. Alors, sous le contrôle de Dominique, de toute façon, enfin, sous contrôle, voilà, merci beaucoup. Vous dire que, en fait, on a le document. On va, Dominique va intervenir. Il y a un problème de micro. Les demandes budgétaires sont faites là pour l'année 2022. Vous vous dites, mais moi, je n'y arrive pas. Voilà, je ne peux pas savoir si je suis dans la TMFP ou pas, ça va me faire des coups, je sais. Bon, il y aura également possibilité de budget complémentaire. On vous a demandé budget complémentaire pour début de semaine, là, le 8, c'était. Je sais, vous n'avez pas pu répondre, vous ne saviez pas. Il y aura certainement à nouveau des demandes complémentaires, enfin pas certainement, je le sais, hein, en septembre. Là, ça sera l'occasion de faire des demandes. Et pour l'année 2022, on aura également des possibilités de complément. Alors,
nous serons attentifs. Nous avons des fonds disponibles pour accompagner l'expérimentation. Nous vous inviterons, si jamais vous êtes partie des zones expérimentales, dès que possible, en septembre, à faire des demandes qui comprennent. Donc, vous pouvez commencer à y réfléchir maintenant et vous les présenterez en septembre, de façon à ce qu'on puisse en septembre y répondre favorablement en utilisant les enveloppes que nous avons déjà quand même depuis janvier l'année dernière. Et vous savez, le budget de l'État, c'est compliqué, parce que tout ce qui n'est pas dépensé doit remonter en fait en fin d'année. On ne garde pas l'argent sous notre oreiller en se disant ça va servir l'année prochaine. Donc, il faudra faire des demandes pour accompagner votre déploiement, pour accompagner l'expérimentation dans votre sort. On n'est pas figé. Voilà, vous le savez, certains d'entre vous ont été parfois amenés à faire des demandes complémentaires. On écoute. Nous avons eu la journée avec les magistrats délégués à la politique associative lundi dernier également, même jour que Pontoise. Cette semaine, nous n'arrêtons pas, toutes les mi-journées sont occupées avec des visios comme les vôtres, mais qui sont tellement fondamentales pour dire à nos collègues des juridictions, les conseillers de cour d'appel, quand même, allez-y tranquille, quoi. Enfin, et puis allez-y avec beaucoup de bienveillance et d'attention, parce que nous, on veut avoir nos chiffres de demande pour le 2022 fin juillet, nous au ministère, pour pouvoir faire ça en septembre. Mais je sais que vous, on vous les demande pour la fin du mois. Là. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais moi, je ne peux pas, puisque je ne sais pas. Bah oui, je sais. Bah, vous faites du mieux que vous pouvez. Pas de souci. Si votre MDPAD vous dit, mais si, le ministère, il a dit que, vous dites, bah, écoutez, on a vu Madame Pasquier en visio, elle a fait une AMF jeudi matin. Bah, elle a dit que. Donc, bon, tant pis, mes oreilles siffleront, mais moi, j'assume. On ne veut pas vous mettre en difficulté. On aura des fonds. Il va falloir qu'ils soient utilisés. Vous réfléchissez, là, il va y avoir des présentations par les autres qui ont déjà subi ou participé avec plaisir à l'expérimentation depuis 3 ans. Ils vont vous expliquer ce qu'ils ont fait. Il y aura certainement d'autres cercles dans lesquels vous pourrez échanger sur tout ça. Voilà, réfléchissez-y. Nous, on accompagnera vraiment vos structures. Je vous rappelle aussi que le ministère de la Justice ne fonctionne pas sur la base de la prestation de service. Donc, nous, notre financement, il est décorrélé des 75%, enfin, comment dire, de votre activité à proprement parler. Notre accent, il est mis sur le maillage territorial, il est mis sur le fait que cette expérimentation, elle puisse avoir lieu. Donc, si vous voulez assurer des permanences dans des endroits reculés, que ça vous prend du temps, qu'il faut une voiture, que c'est du temps de travail, vous faites vos demandes. Vous faites vos demandes, on est attentif, avec Dominique Pénat et Dirène qui va peut-être revenir bientôt là, dans les prochaines minutes. Nous, on travaille, on sait ce que c'est. Des fois, on part tôt, des fois, on est content d'être récompensé aussi parce qu'on travaille plus que nécessaire, parce qu'on a pour objectif de remplir la mission qui nous est confiée. On ne vous demande pas de travailler gracieusement. Cette médiation, si elle doit avoir un coût pour vous, il faut que vous nous le fassiez remonter, de façon à ce que également les parlementaires, les politiques, enfin tous ces gens-là qui veulent que ça avance, ils aient également conscience que ce n'est pas juste une situation gracieuse offerte par les médiateurs familiaux de France et que cette population est quand même bien formidable parce qu'ils font plein de choses et ça ne coûte pas grand-chose. Vous êtes des vrais gens, vous avez un vrai travail, vous avez une vraie qualification. Si ça vous entraîne des coûts de répondre à la demande du ministère de la Justice, vous le faites savoir et vous valorisez tout ça. Sur le diplôme d'état de la médiation familiale, le choix du médiateur est libre en ce qui nous concerne. Vous savez comme moi que le diplôme que vous possédez tous, certainement pour la plus grande majorité, ne peut pas être exigé, en tout cas pas au sens large, parce qu'il n'y a pas en France en ce moment, d'ores et déjà, de textes qui imposent d'être titulaire de ce diplôme pour pratiquer la médiation familiale. En revanche, le ministère de la Justice, à titre personnel, l'apprécie beaucoup et a soutenu le référentiel de la médiation familiale qui demande à ce que les médiateurs employés par les structures conventionnées CAF soient titulaires du diplôme d'État. Ça nous paraît très important. On ne reviendra pas dessus. Beaucoup d'avocats sont dorénavant diplômés, d'ailleurs, du DEMF. Beaucoup d'autres ne le sont pas. Certains notaires participent également à l'expérimentation. Ils n'ont pas le DEMF, mais bon, ils ont d'autres compétences. Voilà. Il ne s'agit pas pour nous d'une appréciation qualitative ou pas. En revanche,
vous le savez, et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire. Vous vous inscrivez sur les listes de médiateurs. Ça avait été demandé, ça n'est pas encore fait partout, mais ça va l'être dans les prochains mois. Le fait que vous soyez titulaire du 2MF figurera sur les listes et ça vous fait effectivement un atout supplémentaire par rapport à ceux qui ne le sont pas. Il s'agit d'un diplôme d'État. C'est pas discriminant de dire qu'il y en a qui l'ont quand d'autres ne l'auraient pas. Tant pis pour eux. S'ils l'ont, ils n'ont qu'à le faire savoir, etc. Donc, surtout quand vous l'avez, vous dites bien que vous l'avez. Ça sera mentionné sur nos listes de cours d'appel. Vous le dites également dans le cadre des protocoles que vous signerez avec les tribunaux judiciaires de façon à ce que ça soit mentionné à côté de votre nom, étant observé que pour les associations conventionnées CAF, il n'y a pas de doute sur le fait que ça le soit, donc pas besoin de l'écrire, mais bon, ça fait la différence avec ceux qui ne l'ont pas. Moi, ça me paraît très important que ça puisse être mis en avant parce que par rapport à votre bagage originel, peut-être c'est un vrai atout. Après, j'en en dirai pas plus, mais le choix est libre. Et je dois dire que pour les listes de médiateurs cours d'appel, on procède à quand même un contrôle, mais vous savez comme moi qu'on ne peut pas procéder à un contrôle qui porterait sur des compétences basées sur un diplôme obtenu en autant d'heures que vous n'avez passé pour avoir votre DEMF. C'est comme ça, il n'est pas prévu que ça change dans les meilleurs délais. Là, je crois que j'ai fait tout le tour, j'ai beaucoup parlé. S'il y a d'autres questions, je n'ai pas vu toutes les questions au demeurant, mais s'il y en a que je n'ai pas répondu, n'hésitez pas. Et Dominique Pénat, veux-tu ajouter quelque chose? J'ai beaucoup parlé, mais je te laisse la parole quand même. Alors, bonjour. Tu pouvais couper le son parce que... Voilà. Alors, bonjour à tous. Alors, comme tu peux peut-être le voir, Ségolène, je me suis installée dans le bureau, dans ton bureau, de façon à ne pas gêner mes collègues pendant la visio. Donc, j'ai été vraiment très, très, très exhaustive. Moi, je veux juste revenir 2 secondes sur la question des demandes financières. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à vous demander, si jamais, parce que la question est finalement, parce que je sais qu'on vous les demande très tôt, et pour l'exercice 2022, c'est demandé très tôt, c'est demandé en ce moment, eh bien, même si vous n'avez pas la certitude que vous allez être juridiction, enfin dans un ressort expérimental, vous faites la demande. Par contre, ce que vous faites avec vraiment beaucoup d'attention, c'est que vous séparez votre demande globale, générale, de la demande TMFPO. Et puis bon, si jamais vous n'êtes pas expérimentaux, dans la juridiction expérimentale, on ne vous donnera pas le financement correspondant. Mais n'hésitez pas à faire la demande si vous avez une demande sur le mois de juin pour 2022. C'était la chose sur laquelle je voulais vous alerter. Voilà. Merci. Merci à toutes les deux. Merci, Madame Pasquier. Donc, effectivement, alors déjà, merci. Vous avez employé le mot, mais pour la transparence et un premier niveau de réponse et de dire, voilà, il y a des éléments qu'on ne peut pas vous donner aujourd'hui. C'est malgré tout une réponse et, à entendre. Donc, un premier niveau de réponse qui est essentiel pour nous. Et puis, merci parce que vous avez aussi balayé un ensemble de questionnements qui sont somme toute légitimes pour les services, et on distingue bien, il y a l'aspect du démarrer l'expérimentation, donc tout ce que cela entraîne au démarrage, et ensuite la mise en place et l'application du dispositif qui arrive très rapidement, mais dans un deuxième temps, et qui permet peut-être là un peu de se poser, de réfléchir et de rentrer dans le cœur de la problématique. Mais en ayant déjà, en tout cas, vous êtes positionné sur des différents éléments, notamment sur le démarrage, on vient d'en parler, d'ordre financier, de rassurer sur le fait, bon, je vais le résumer ainsi, ce qui se passe dans une salle de médiation familiale reste dans la salle de la médiation familiale entre les participants et le ou la médiatrice. Voilà des éléments assez forts, il faut le rassurant, et qui vont permettre du coup, dans un second temps, de pouvoir peut-être se poser les bonnes questions et de manière sereine. Donc voilà, c'était très important là, ce retour très clair que vous nous avez fait. Et en plus, je le mentionnais tout à l'heure, avec ce talent que vous aviez de lire le chat en même temps que moi tout en faisant votre présentation. Donc vous avez déjà répondu en partie à certaines questions.
Ce qui revenait, alors certaines questions liées à l'augmentation de l'activité, là je fais un petit retour sur le chat, quid de l'augmentation de l'activité par rapport au conventionnel, etc. Je crois qu'on va pouvoir en parler plutôt dans le deuxième échange, après avoir entendu nos collègues faire leur retour d'expérience. Et une petite remarque qui est apparue sur le chat, alors qui ne concerne pas, là, pour le coup, uniquement le ministère de la Justice, mais une fois qu'on a ces éclairages, permettent d'y penser. Et je voyais apparaître tout à l'heure sur l'écran Madame Lemagnac, que je salue, qui est responsable de formation de EMF à Ascoria, à Rennes. La question est effectivement de la formation, c'est-à-dire qui dit une nouvelle application de la médiation familiale, on a parlé aussi des secrétaires, des cadres, de nouvelles compétences, certainement, je ne sais pas, mais en tout cas des approches. Comment effectivement les évolutions des applications de la médiation familiale vont être prises en compte et en considération dans les formations du DE, puisque l'idée est bien de valoriser le DE. Évidemment, c'est une question qui est essentielle. On se la pose tous ensemble, les services, avec la fédération, mais aussi du coup avec les organismes de formation des SCS, et ça sera évidemment en toile de fond, puisqu'une des questions qui revenait aussi souvent, c'est la question du recrutement, et au-delà des moyens. Est-ce que je vais trouver assez de médiateurs familiaux pour recruter en fonction des besoins? Et quid, encore une fois, de la formation. Et on le voit bien sur nos services, qu'actuellement sortent des professionnels l'année dernière, cette année encore et l'année prochaine, avec certains, dans le cadre de leur stage, vont avoir pu tâter de l'expérimentation TMFPO, on comprend un peu la philosophie, alors que sur d'autres territoires qui n'étaient encore pas expérimentales, un peu plus éloignés, vont le découvrir un peu plus tard. Voilà, donc on risque là aussi d'avoir cette jonction, mais qui sera prise en compte et travaillée. Bon, en tout cas, voilà, merci. Vraiment, là, je m'excuse par avance si j'ai loupé à mon tour quelques questions à destination de Madame Pasquier. J'en lis une dernière. Alors là, je la lis telle quelle, parce que je viens d'arriver. Peut-on faire une demande de fonds? Oui, Madame Pasquier, excusez-moi, allez-y. Je l'ai vu, je voudrais, préalablement, il y en a eu une autre qui demande si on est obligé de s'inscrire sur les listes de médiateurs des cours d'appel. Voilà. Alors, on va être très clair, ce n'est pas une obligation, puisque la liste, elle est là pour l'information des juges. À tout le moins, je pense qu'à partir du moment où on a envie de participer à quelque chose qui est piloté par le ministère de la Justice, à savoir l'expérimentation de la médiation familiale préalable obligatoire, nous, on considère que pour signer les protocoles avec les juridictions, le choix du médiateur est libre, mais enfin, quand même, il est de bon ton d'être inscrit sur les listes de médiateurs, parce que c'est la seule façon qu'on a, nous, de vérifier que les gens ont passé un premier filtre qui consiste quand même à vérifier la situation pénale de l'individu, à vérifier, j'ai l'individu, vous voyez, du réflexe me revient, de la personne qui postule, également vérifier quels sont les diplômes. Bon, il y en a pas, mais enfin au moins on a vérifié ça, même si, enfin je veux dire, il y en a pas, il y en a un petit, il y en a un gros. Il y a un engagement de dire qu'on n'a pas fait l'objet d'une situation et qu'on va faire attention au conflit d'intérêts. Et donc, bon, alors, je vous dirais toujours en transparence que quelqu'un qui va aller voir un médiateur qui n'est pas inscrit sur la liste des médiateurs, enfin, nous, on n'a pas les moyens trop de vérifier. En revanche, si vous voulez vous porter candidat comme participant à la médiation et que vous allez voir votre juridiction, je suis sûre que pour vérifier votre qualité de médiateur, la première chose qu'elle va faire, c'est de regarder sur la liste des médiateurs votre cour d'appel, de celle-ci ou d'une autre. Alors par contre, entendons-nous bien aussi, parce que là, il y a peut-être des gens qui ne le savaient pas, le fait qu'on puisse s'inscrire sur toutes les cours d'appel de son choix n'a rigoureusement aucun intérêt, je vais être très claire, c'est une exigence qu'a formulée le Conseil d'État au motif qu'il n'existait pas légalement de liste nationale, mais on peut tout à fait n'être inscrit que dans une seule. Les cours d'appel font un travail qui est parfaitement équivalent d'une cour d'appel à l'autre, et quitte après à dire à quelqu'un, moi je ne suis pas sur votre cour d'appel, mais je suis inscrite sur celle de Paris, sur celle de Nantes, sur celle de Rennes, de Limoges, enfin bon bref, peu importe, il suffit d'une, c'est comme les experts, quand on est magistrat, on sait très bien où aller chercher ces experts, on n'a pas besoin d'avoir qu'ils soient inscrits à 3 km de chez soi. Après, il y a des questions de proximité, mais ça, c'est encore un autre problème. Dire également que on peut pas faire une demande de fonds sur un territoire non obligatoire. Par contre, si ça entraîne de la part, donc vous restez dans la demande dite classique, mais si ça entraîne un surcroît
d'activité parce que c'est une démarche du tribunal, absolument, vous pouvez dire que dans ce cadre-là, de toute façon, vous êtes dans un processus naturel d'augmentation de la médiation familiale sur votre territoire, ça vous engendre des frais, vous réclamez une augmentation. Mais vous ne pouvez pas le mettre dans la colonne TMFPO particulièrement. Connaît-on la hausse? Oui. Alors, la CAF nous demande de préciser ce point avant de solliciter. Alors là, si vous voulez, là, moi, je tombe de ma chaise quand même. La CAF, d'abord, bon. Bon, la CAF, la CNAF, ils ont les chiffres, c'est dingue, quoi, c'est dingue. Il faut se rapprocher de votre MDPAD et on verra après. La justice, elle est au comité des financeurs. Hein, donc, si vous voulez, je ne vois pas bien ce que la CAF va réclamer à vous pour aller ensuite débattre au sein d'un comité dans lequel il y a également le magistrat délégué de la Cour d'appel qui a les mêmes chiffres. Enfin, excusez-moi, je suis un petit peu, par moment, il y a quand même des comportements locaux qui me surprennent. Bon, il y a les mêmes dans la justice. Hein, je ne dis pas que c'est meilleur chez nous, mais bon, bref. Est-ce que les de la Cour d'appel au protocole signé définiront les médiateurs familiaux? Alors, ça en définit certains, ceux qui sont volontaires, parce qu'en fait, comme ça, ils figurent sur la liste. Ça ne définit pas forcément tous. Et de toute façon, les usagers ne sont pas liés par les médiateurs qui figurent sur la notice d'information. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà, et je reviens vraiment sur cette question de l'avocat, parce que là, j'ai lu la question en entier, tout à l'heure, j'avais vu que le début. On me demande, est-ce que ce n'est pas un sentiment d'inéquité quand il y en a un qui en a un avocat et pas l'autre? Eh bien non. Voilà, il y en a qui ont les cheveux longs, d'autres qui ont les cheveux courts, il y en a qui viennent avec leur avocat, ils conduisent. Vous voyez, il y en a, ils aiment bien qu'on les accompagne, ils ont un peu de sous. Après, il y a des avocats très bien. Et après, il y a des vraies situations d'emprise. Si vous le repérez, vous mettez fin tout de suite au truc. Hein, avocat, pas avocat. Je veux dire, l'avocat n'est pas là non plus pour servir de garde du corps à son client. Là, par contre, en tant que médiateur, vous sentez que ça ne va pas aboutir parce que clairement, il y a un truc qui joue. La présence de l'avocat, elle est là un peu pour faire par feu, mais en fait, on ne risque pas d'y arriver de façon sereine. Voilà. Donc après, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est l'attestation. Bon, je préférais qu'en parlent ceux qui ont participé. C'est compliqué. Nous, attendez, tu vois. Nous, la justice, on ne demande pas de détails. Mais par contre, à un moment, il faut qu'on sache quand même ce qui s'est passé. Alors, je sais bien que la confidentialité de vos échanges, enfin, etc., bon, d'accord. Mais à un moment, s'il y en a un qui n'est pas venu ou que je ne sais pas, enfin, bon, faut dire les choses aussi. Est-ce que ça a eu lieu, pas lieu? Est-ce que les deux parties sont venues? Oui, non. Bon, voilà. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a des sujets bon, voilà, et qui en plus sont diversement appréciés au sein de vous. Donc, c'est ça qui me… L'AJ, très bonne question, chère madame. Gros sujet. Alors, l'aide juridictionnelle, quand on est éligible à l'AJ, on a la possibilité d'être pris en charge pour ses frais de médiateur à raison de… alors, si un médiateur prend en charge des personnes qui sont éligibles à l'AJ, on va le faire à l'inverse. Dans le cadre d'un médiateur libéral, il peut demander 256 € pour une partie éligible à l'AJ, 512 si les deux sont éligibles à l'AJ, soit le double. C'est prévu par un décret de 1991. Il est également possible pour les associations de faire… Là, je vais peut-être laisser la parole à Dominique. Je souris, je fais un clin d'œil parce que bon, ce n'est pas le sujet sur lequel je suis le plus à l'aise, en tout cas pour exposer les choses très, très simplement. Alors, vous dire également… en ce qui concerne… Très bien, Ségolène, c'est un très gros sujet. Dans le cadre de la TMFPO, dans la première expérimentation, on avait, vous le savez, indiqué que la médiation, dans ce cadre-là, était assimilée à de la médiation judiciaire qui permettait aux justiciables de bénéficier de l'AJ pour recourir à un médiateur. C'est une sorte de… on l'assimile. Alors, vous le savez également, pour la médiation conventionnelle, le recours au médiateur n'est pas éligible à l'AJ, sauf si au moment où on saisit le juge pour homologation. Donc là, pour la médiation dans le cadre de la TMFPO, c'est comme pour le judiciaire, c'est-à-dire que c'est éligible à l'AJ. Voilà ce que je peux dire. Alors, s'il y a des questions plus spécifiques sur l'AJ, je crois qu'on va devoir les traiter à un autre moment de cette réunion, parce qu'il y a un travail à faire de notre côté de clarification avec nos collègues du BAJ.
Je dirais aussi, hein, parce que ça fait partie de… Ah, Irène est revenue. Oui, je suis revenue. Voilà, dire quand même que sur l'AGI, il y a également des discussions en cours, hein, puisqu'on en a parlé, c'est un sujet général. Une grosse incitation du ministère au développement des modes amiables. Et donc, il y a une augmentation des UV de la prise en charge de la prise en charge des UV des valeurs des avocats si ils accompagnent leurs clients en médiation. Ce qui explique que vous risquez d'en voir peut-être arriver davantage. Alors, on m'a dit l'autre jour, avec un petit sourire en coin, un avocat, que bon, pour les 4 UV, il n'y avait pas de quoi pleurer et que ça n'allait pas générer des foultitudes de gens qui allaient venir. N'empêche que venir, même un quart d'heure, s'asseoir à côté de son client, lui dire, vous voyez, tout s'est bien passé, le médiateur va bien s'occuper de vous, la médiatrice, moi, madame la médiatrice, monsieur le médiateur, je vous laisse, voilà, mais j'ai vu. Par contre, vous n'oublierez pas de dire sur votre petite feuille que je suis venue et ça me permet d'avoir mes 4 EV dans 6 mois quand cette procédure sera terminée. Voilà, c'est un peu ça qui risque de se passer, on pense. L'autre point sur lequel je voulais insister, c'est qu'il est vraiment important, si les personnes sont éligibles à l'AGI et qu'elles vous le disent, qu'elles aient déposé leur dossier d'aide juridictionnelle avant. Parce qu'en fait, ce n'est pas rétroactif. C'est-à-dire que, alors là, on va nous dire, oui, mais ça fait encore perdre du temps. En fait, non, quoi. Quand les gens, vous les voyez, je ne sais pas, moi, information au téléphone, tout ça, est-ce que vous pensez que vous êtes éligible? Ils le savent, hein, s'ils sont éligibles à l'AGI, la plupart du temps. D'ailleurs, souvent, ils ont un avocat, parce que comme ils sont éligibles à l'AGI, ça leur permet également d'avoir un avocat. Donc, si vous voulez que les frais soient pris en charge, il faut leur dire à ce moment-là qu'ils précisent qu'il y aura également de la médiation familiale. Voilà. Je n'ai pas d'autres questions, mais Dominique a raison. Il faudra vraiment, s'il y a des questions, vous les faites parvenir à la FENAMEF qui concentrera et on vous fera un système de réponse groupé parce que c'est vraiment des sujets sur lesquels les positions ne sont pas encore arrêtées, ne serait-ce parce qu'il y a des décrets en cours. C'est vraiment des gros sujets. Tout ce qui est juridictionnel, c'est de l'argent public. C'est également géré par SADJAV, donc c'est un sujet qu'on connaît bien et nos collègues, c'est vraiment le bureau à côté d'une autre, mais sur ces c'est quand même beaucoup d'euros. Donc, les choses étant susceptibles d'évoluer, c'est compliqué pour nous exprimer dès aujourd'hui. Voilà, on a peut-être une parole qui ne sera peut-être pas celle qui va être la bonne dans 3 mois, donc c'est mieux de rester discret. Très bien, donc on va reprendre la main. Merci encore. Un point avant de passer la parole aux services qui ont expérimenté. Vous avez fait une petite mention tout à l'heure, Madame Pasquier, assez importante dans la présentation, qui est, on va appeler ça comité de pilotage. Et effectivement, sur les territoires, lors de notre petit tour auprès de certains de nos adhérents, on a pu remarquer, c'est un des points de différence qui pouvait être notée, c'est qu'effectivement, selon les territoires, le comité de pilotage qui globalement existait à l'origine a évolué, a grandi ou a vécu complètement différemment de territoires à d'autres. Et conséquence directe, dans ce qui ressortait effectivement, j'ai envie de dire, c'est la qualité du déroulé de l'expérimentation. Ça paraît, je n'ai pas l'impression de dire une vérité complètement banale, mais plus le comité était vivant, avec les acteurs participants, réguliers, mieux l'expérimentation se passait, ou en tout cas mieux les questions apparaissaient, permettaient d'évoluer. On a parlé d'attestation, on a parlé de certaines situations particulières, et on voit bien que quand elle trouve un premier niveau de réponse ou d'échange, en tout cas lors de ces comités de pilotage, ce ne sont plus des points bloquants. Du coup, ça évolue. Donc, est-ce que vous pensez, peut-être que vous n'aurez pas la réponse là aussi, mais est-ce que vous pensez qu'effectivement, il y aura bien la confirmation que ces comités de pilotage sur l'ensemble des territoires vont être remis en place, petit 1, et petit 2, est-ce qu'il serait envisagé un comité de pilotage, on va dire national, vous en avez rapidement fait mention, pour un peu regrouper et à la fin d'expérimentation, je vais dire recentrer et synthétiser un petit peu tout ce qui s'est joué sur les territoires? Alors, il est effectivement envisagé un comité de pilotage national, en tout cas la reprise de celui qui avait été initié et qui n'a pu se réunir qu'une seule fois initialement pour la première expérimentation. Donc oui, il est envisagé un comité de pilotage national qui réunira à minima la CNAF, le ministère de la Justice et les fédérations.
Donc, ce comité est envisagé tant au début, dès qu'on aura une liste, qu'à la fin de l'expérimentation. Au niveau local, nous, on incite grandement les cours d'appel à redescendre vers les tribunaux judiciaires et à mettre en place ces comités de pilotage. Maintenant, on n'a pas la main mise là-dessus, il appartiendra à nos collègues. On demande également aux juridictions qui sont déjà expérimentales de refaire vivre ces comités de pilotage. On leur demande d'ailleurs, pour certains, de renouveler les protocoles. Je pense que Ségolène et Dominique ont dû peut-être vous le dire. On demande également à revoir les protocoles qui ont pu être établis initialement dans le cadre de cette prorogation. Donc, c'est une incitation, mais c'est sûr qu'au niveau local, on n'a pas, nous, compétences pour leur imposer des protocoles, des comités de pilotage obligatoires. Mais ça sera fait au niveau national, oui. Merci, Madame Sage. Donc, vous êtes de retour parmi nous, merci. Ce que je vous propose, c'est effectivement, il est 11h20. Laure a noté sur le chat, n'hésitez pas, c'est pas, voilà, de revenir vers les questions, etc., qui bien sûr seront transmis. Alors, soit on a un premier niveau de réponse déjà pour pouvoir vous communiquer, ou en tout cas, soyez certains qu'elles seront transmises. Ce que je vous propose maintenant, donc, c'est effectivement d'aller voir ça un peu de l'intérieur avec des retours d'expérience. Donc, nous allons commencer avec Madame Christine Simon, qui est présidente de l'association Les Lieux du Lien, Frontignan-Hérault, et dont le service expérimente la TMFPO depuis 2017. Et je vous propose un même système. Après, on enchaînera avec Patricia Fourque, même système. Allez-y sur les questions du chat, puis on recentre, et puis on reprovoquera l'échange à l'issue de ces deux interventions.